Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Scène de crime. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec la procureure générale de la Cour d'appel de Lyon, Madame Fabienne Klein-Donati. Bonjour Madame Fabienne Klein-Donati. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans l'enceinte de la Cour d'appel. Aujourd'hui, on va vous poser des questions dans le cadre d'une des vidéos qui s'appelle La justice est-elle réellement laxiste? Donc c'est plutôt d'actualité, sachant aussi votre métier. Notre première question va donc concerner vraiment votre métier pour les personnes qui sont totalement étrangères au milieu judiciaire. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la différence entre votre poste actuel, donc en tant que procureur général, et votre ancien poste qui était procureur de la République? Alors, le procureur de la République, il est à la tête d'un parquet sur un tribunal judiciaire, donc sur un ressort bien déterminé. Et donc, il représente l'intérêt général et c'est lui qui met en œuvre la politique pénale décidée par le gouvernement et qui a la maîtrise de l'action publique. C'est-à-dire que c'est le procureur de la République qui dirige la police judiciaire, donc qui conduit les enquêtes, qui décide de l'orientation des enquêtes quand il estime qu'elles sont terminées, et qui ensuite prend une décision sur les poursuites ou pas les poursuites. Enfin voilà, il prend des décisions sur les enquêtes, c'est lui qui oriente ces enquêtes, et donc c'est lui qui a la maîtrise de l'action publique. Le procureur général, lui, il n'a pas l'action publique, c'est-à-dire qu'il est le cran au-dessus dans la hiérarchie des parquets, donc procureur général, ministre de la Justice. Le procureur général, lui, il est chargé, lui aussi bien sûr, d'appliquer la politique pénale des gouvernements, mais en tout cas de veiller à ce que les procureurs de la République qui sont sur le ressort de la Cour d'appel, donc sur le ressort du parquet général, appliquent de façon la plus harmonieuse possible sur l'ensemble du territoire ces directives de politique pénale. Il doit s'assurer aussi que si les procureurs s'en l'éloignent un peu, bien sûr la loi l'autorise, le code de procédure pénale l'autorise, mais c'est parce qu'il y a des spécificités locales qui lui permettent d'adapter ces directives de politique pénale. Et il veille aussi à ce que les juridictions et les parquets aient les moyens aussi de conduire leur action. Donc il y a pour le procureur général, avec l'autre chef de cour qui est le premier président, un rôle important en matière de gestion de la ressource humaine, gestion budgétaire, tout un budget qu'on a à gérer qui nous est délégué par le ministère de la Justice. Donc voilà, le procureur général, lui, il n'a pas une action directe, il ne va pas diriger une enquête, etc. Par contre, il doit aussi, dans ses attributions, venir au soutien de l'action de ses procureurs. C'est-à-dire que le procureur général, il est aussi procureur de la Cour d'appel, donc la Cour d'appel en tant que juridiction. Donc tous les appels qui sont portés par les parties après le premier ressort, tous les appels qui sont jugés par la Cour, le ministère public est représenté par le parquet général, alors le procureur général, les avocats généraux, les substituts généraux. Et quand je dis qu'ils viennent au soutien des procureurs, c'est que si par exemple un procureur fait appel principal d'une peine qu'il estime insuffisante ou d'une relaxe qui aurait été prononcée par la juridiction de première instance, le procureur général, il va bien sûr étudier le dossier quand il lui arrive et il va soutenir, alors sauf s'il trouve que le procureur a eu tort de faire appel et qu'il n'y a pas les éléments, mais il va soutenir l'action du parquet de première instance. Donc c'est aussi une juridiction, hein. Donc le procureur général, il doit aussi gérer sa propre juridiction qui est la cour d'appel, veiller à ce que les affaires soient bien enregistrées, qu'elles soient jugées dans les meilleurs délais possibles en fonction des moyens. Voilà. Ensuite, on sait qu'à peu près les délais de l'exercice de la justice sont assez conséquents. Est-ce que vous pensez que la lenteur de la justice conforte cette idée de justice dite laxiste? Non, je pense pas. Je pense que c'est deux sujets différents. Oui. C'est deux sujets différents. La lenteur, c'est un fait Oui. qui peut se vérifier par les délais. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder quand une affaire rentre et quand est-ce qu'elle sort. Puis on voit bien quels sont les délais. Donc qu'on se plaigne de la lenteur de la justice, c'est à juste titre, parce qu'effectivement, il y a des délais qui sont très importants, qui sont liés bien sûr à la question des moyens, mais pas que. Parce que aussi, il y a la procédure qui existe, qui est utilisée par les parties, et donc une affaire qu'on pourrait imaginer juger en quelques mois, elle va prendre plus de temps parce que la première décision, il va y avoir un appel des parties, après il faut que la cour d'appel statue, après s'ils ne sont pas contents de la décision de la cour d'appel et que peut-être il y a une décision
enfin, je sais pas, quelque chose en droit qui peut être utilisé pour faire un pourvoi en cassation. Donc il y a énormément de procédures aussi qui sont longues parce que les parties font usage de leurs droits. Hein. Donc c'est pas le fait de la justice, c'est le fait de l'état du droit et de l'exercice de ses droits. Bon. Et puis il y a une lenteur qui est nécessaire aussi. Hein. Juger vite, ça peut être bien dans certaines affaires, mais juger trop vite, ça peut être aussi assez, comment je dirais, négatif. Donc il faut se méfier aussi du temps judiciaire. Hein. Alors après, il faut effectivement que la justice fasse attention à être dans le temps le meilleur pour l'affaire qu'elle a à juger. Merci. Ensuite, on a vu au fil des années un développement plutôt conséquent des alternatives aux poursuites. Est-ce que par rapport à ça, vous pensez que ces développements donnent une image justement de la justice laxiste parce que soit elle renonce à poursuivre ou alors parce qu'elle décide de finalement négocier avec les délinquants? Quand on parle d'alternatives aux poursuites, c'est des mesures qui ne sont pas justement des poursuites. Hein. Donc c'est un rappel à la loi, un classement sous condition, alors avec plein de conditions qu'on peut proposer. Ça peut être effectivement une composition pénale, voilà. Bon. Après, la justice dite négociée, c'est des poursuites. Sauf en matière de composition pénale, qui est une procédure alternative un peu à cheval sur les deux, mais c'est quand même qu'une alternative aux poursuites. Hein. C'est vraiment deux choses différentes, la justice négociée et puis la CRPC par exemple. Voilà. Oui. Et ça, c'est deux choses différentes. La CRPC, c'est une poursuite. Hein. On poursuit quelqu'un devant le tribunal. Hein. C'est pas comme la composition pénale et les alternatives aux poursuites, parce que justement là, je veux dire, dans les alternatives hors composition pénale, il n'y a pas de juge. Hein. Il n'y a que le procureur de la République hein, et ses délégués, les délégués du procureur. Donc, quand on oriente en alternative aux poursuites, c'est pas une marque de laxisme, pas du tout. C'est juste que pour un certain nombre de faits, pour un certain nombre de situations de délinquants, entre guillemets, on décide de ne pas les poursuivre, d'aller plus vite, puisque quand on met en place une alternative aux poursuites, ça va assez vite, hein, d'aller plus vite pour tout de suite marquer un coup, souvent au premier acte. Hein, au premier acte, donc on essaie de marquer un coup, et puis surtout d'attraire devant le délégué du procureur ou devant l'association qui est en charge de ces alternatives, des personnes qu'on pourrait tout de suite prendre en compte dans une dynamique de soins, par exemple, ou de prise en charge, enfin, tout type de prise en charge. Donc, c'est pas du laxisme, ça. En fait, c'est vraiment, on essaie d'individualiser la réponse à la situation qui est soumise au procureur quand on lui rend compte de l'enquête. Hein. D'accord, très bien. Ça paraît un peu logique. Voilà. Et la justice, si on parle des CRPC, ou même des compositions pénales, le parquet ne renonce pas aux poursuites. Il propose à la personne qui reconnaît les faits, parce que c'est la condition première, il propose à la personne qui reconnaît les faits, il propose, en fonction de l'étude qu'il fait du dossier, il lui propose une peine, une sanction, disons. Bon, la personne, elle est libre d'accepter ou de refuser. Il ne lui impose pas. Par contre, si elle refuse, le procureur, il a la main et il poursuit derrière. Hein? Donc, il n'a pas renoncé à la poursuite. Hein? Ensuite, on a constaté par rapport à des statistiques en France notamment qu'il y avait des peines prononcées qui n'étaient pas exécutées ou alors qui étaient exécutées très tard après le jugement de condamnation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène et selon vous, comment convaincre que ce n'est pas imputable à une forme de laisser-aller de la justice? Une peine, quand elle est prononcée, je veux dire, il y a différentes conditions. Soit la personne qui est condamnée, elle est devant le tribunal, donc on va être avec un jugement contradictoire, soit la personne n'est pas devant le tribunal, mais elle est quand même condamnée, en son absence. Donc déjà, il faut déjà lui notifier la décision quand il n'est pas là. Donc il faut qu'on lui en donne connaissance. Et à partir du moment où on commence à lui en donner connaissance, c'est-à-dire qu'on saisit un huissier pour porter la décision à sa connaissance, on a commencé l'exécution de la peine. Bon. Voilà, c'est quand même ça. Je veux dire, et donc, quand on vous cite des chiffres, il y a, je ne sais pas combien, 80 000, j'en sais rien, moi, 800 000 peines qui ne sont pas exécutées, c'est une connerie.
Parce que, en fait, il y a la plupart des jugements qui sont soit par défaut, soit par contradictoire à signifier, je veux dire, il y a un commencement d'exécution immédiat, c'est-à-dire qu'on va leur signifier. Après, il y a les délais d'appel. La personne qui n'est pas là, ben, quand elle a connaissance de sa décision, ben, elle peut faire appel si elle veut, si elle n'est pas contente de la condamnation, etc., etc. Donc là, on a déjà commencé à exécuter la peine. Après, on confond souvent l'exécution par le fait qu'on prend la personne, crac, crac, pouf, choup, en prison. Et on dit, ah bah oui, voilà, c'est exécuté. Hein? Donc, non, je veux dire, on a commencé à la mettre à exécution. Après, c'est des fois compliqué. Et là, c'est pareil. Ce n'est pas des délais qui sont liés à la volonté du procureur de la République qui est en charge de l'exécution de ne pas exécuter, c'est que lui, il respecte le code de procédure pénale. Hein, voilà, premièrement. Et ensuite, il y a énormément de peines qui sont exécutées immédiatement. Il faudrait les regarder, le nombre de personnes qui sont condamnées en comparution immédiate, hein, qui ont une peine d'emprisonnement, qui vont être maintenus en détention et qui vont commencer tout de suite à exécuter leur peine dès qu'elle est prononcée. Bon, voilà. Après, s'ils veulent faire appel, etc., mais je veux dire, au moins, ça va être exécuté tout de suite. Pareil, pour les personnes qui sont à l'instruction, qui sont déférées, détenues devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises, enfin bon, voilà. Après, si la cour prononce ou le tribunal prononce une peine ferme, on peut décider de la mettre à exécution tout de suite. Donc, mandat de dépôt immédiat, et hop, tout de suite, elle commence à être exécutée. Et d'ailleurs, on va même décompter le temps qui est déjà fait en détention provisoire. Ensuite, il y a des personnes qui sont présentes, qui sont condamnées à des peines, je dirais, mixtes, emprisonnement ferme, une partie sursis, emprisonnement ferme avec un sursis avec mise à l'épreuve. Et les personnes qui sont sursis probatoire maintenant, bon, ben, elle est condamnée si elle est présente, elle a un sursis probatoire, elle va avoir immédiatement une convocation devant le juge de l'application des peines, qui va pouvoir, dans les semaines qui suivent, rencontrer la personne, lui notifier ses obligations et, avec le SPIP, mettre en œuvre la peine à laquelle il est condamné. Donc, les citoyens qui pensent qu'il y a des tas de peines qui ne sont pas exécutées, je pense qu'il faudrait leur expliquer vraiment que le nombre de peines qui ne sont pas exécutées, il y en a. Hein, qui sont exécutées tardivement, il y en a, mais c'est très réduit par rapport à ce qu'on veut bien leur expliquer, leur dire, leur faire croire. Merci pour votre réponse. Ensuite, aujourd'hui, on est dans une époque où les magistrats s'insurgent beaucoup contre le manque de moyens financiers et humains, justement pour l'exercice de la justice. Est-ce que vous pensez qu'une revalorisation de ces moyens permettrait de combattre cette vision de la justice laxiste ? Non, je pense que si on met la justice, enfin, les moyens de la justice au meilleur niveau possible, pour qu'elle puisse rendre des décisions dans des délais raisonnables, hein, je pense que déjà, on rendrait le meilleur service aux citoyens. C'est-à-dire qu'on leur permettrait de ne pas avoir à attendre des mois, voire des années, pour que leurs droits soient ou reconnus, leurs droits reconnus, voilà, bon, et qu'ils puissent passer à autre chose. Donc c'est ça qui serait le premier service à rendre aux citoyens, c'est par des moyens supplémentaires, c'est effectivement de leur permettre d'être fixés le plus rapidement possible. Quand vous avez quelqu'un qui a contesté son licenciement et qui doit attendre 5 ans pour savoir si son licenciement il a été abusif ou pas, ou un employeur qui conteste aussi, voilà, parce que ça peut être les deux, je veux dire, ça c'est pas normal. Enfin, franchement, c'est vraiment pas normal, c'est limite du déni de justice. Hein. Donc, si par exemple un couple qui se sépare doit attendre plus d'1 an pour voir les droits de visite d'hébergement, l'autorité parentale fixée par le juge aux affaires familiales, ça c'est pas normal non plus. Bon, il y a plein, voilà, ça ces délais-là sont insupportables. Donc si déjà on avait les moyens pour faire en sorte que tous ces délais se réduisent et qu'ils soient ramenés à des délais raisonnables, c'est le meilleur service qu'on aurait à rendre aux citoyens. Après, le laxisme, c'est autre chose. Le laxisme, c'est une appréciation personnelle. Les gens, voilà, il y a des gens qui veulent être répressifs, d'autres qui ne le sont pas. C'est comme il y a des gens qui sont à gauche, d'autres qui sont à extrême droite. Voilà, c'est comme ça. Bon, je veux dire, voilà, on peut toujours dire la justice est laxiste. Moi, j'ai envie de toujours dire à ces gens-là, mais comment vous expliquer que les prisons soient pleines, surpeuplées? Lyon-Corbas, c'est sans... Là, les derniers chiffres, Lyon-Corbas, c'est taux de surpopulation de presque 150%. Oui. Bon, voilà. Alors, on va dire, ah bah, il faut construire plus de prisons.
si on construit plus de prisons, c'est pour que les gens soient mieux en prison. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas sur des matelas, qu'ils ne soient pas 3, 4 dans une cellule de 10 mètres carrés. Ok. Mais ça veut dire que quand même, il y a des gens en prison, quoi. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Hein? C'est vrai que bon, voilà. Donc, ces gens-là, il y a bien un jour, un juge, une juridiction qui a décidé qu'ils devaient aller en prison. Hein? Donc, ok, très bien. Ensuite, concernant les procès, justement, est-ce que vous êtes favorable à l'enregistrement des procès pour pouvoir notamment aider l'opinion publique à avoir une espèce de vision sur comment se passent les procès, notamment, et puis éventuellement les contraintes? La loi, elle a prévu un dispositif qui est assez compliqué, hein, c'est un peu, voilà. Pour l'enregistrement, c'est dans les derniers textes qui sont parus il n'y a pas longtemps. Et elle prévoit tout un dispositif avec un circuit, des conditions déjà, hein, sur quel type de procès on peut, dans quelles conditions, voilà. Et ensuite, il y a un circuit d'autorisation, de demande, etc., etc. Bon, voilà. Bon. Après, être contre ou pour, bon, bah, moi j'applique la loi, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que les conditions qui ont été mises, elles sont assez protectrices des uns et des autres, à la fois protectrices des personnes qui sont impliquées, qui sont concernées par la procédure, protectrices aussi des acteurs, magistrats, avocats. Voilà, donc si on respecte bien tout ça, ça peut avoir un intérêt pédagogique important. Hein. Ensuite, du coup, le législateur a tendance à augmenter les peines encourues pour les infractions violentes, notamment, sans que ce soit forcément... sans que ça n'ait forcément d'effet sur les peines prononcées. Bah, ça prouve bien que ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est vrai. Bon, bah, vous avez répondu à Non, la question. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a quand même, on a un arsenal répressif qui est déjà... Oui, c'est vrai qu'il est déjà conséquent. Il est bien conséquent, donc je veux dire, voilà, on applique. Oui. Voilà. Du coup, Non, puis après, on en revient toujours. Oui. Je veux dire, quel que soit le quantum maximal de la peine encourue, je veux dire, on en revient toujours à... C'est le juge qui décide. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de peine systématique, pas de peine automatique, tout ça. On a assez lutté contre ça. Donc, on est quand même dans un pays qui respecte quand même les grands principes et les droits et libertés des gens, donc, enfin des citoyens. Donc, c'est le juge qui va décider. Le juge, il va décider en fonction de l'affaire qu'il a à juger et des personnalités qu'il a à juger. Donc, ça peut être 10 ans, mais s'il estime que c'est pas 10 ans, c'est pas 10 ans, quoi. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. C'est logique, encore une fois, c'est leur travail. L'une des dernières questions, c'est de savoir, est-ce que dans certaines affaires, rétrospectivement, vous pensez avoir été trop sévère ou trop laxiste au niveau de l'orientation des poursuites ou alors des réquisitions? J'en sais rien. De toute façon, moi, j'ai pas été bon coup juge. Hein. Donc déjà, voilà. J'étais juge des enfants. Le seul passage au siège, j'étais juge des enfants. Donc juge des enfants, bon, voilà, on juge des mineurs au tribunal pour enfants. J'ai pas le souvenir d'avoir été, enfin, je veux dire, chamboulée par... non. Peut-être des fois, on a une vision du dossier, on va requérir voilà, une peine. Pareil, aussi, ça m'est déjà arrivé aux assises de me dire, bon, j'avais mis la barre là, j'ai requis avec tout ce que je pensais, voilà, j'ai développé. Et puis la cour, elle a mis la barre là-haut. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai été laxiste par rapport à la cour? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que j'avais travaillé le dossier, j'avais une opinion sur le dossier et sur le niveau de la peine qui était pour moi la peine minimale. Et voilà. Bon, après, c'est pas... On s'en remet. Hein. Et du coup, pour terminer cette interview, on a une petite question, c'est de savoir quel est votre meilleur souvenir étudiant et est-ce que vous auriez une anecdote professionnelle qui vous aurait marqué? Écoutez, j'y réfléchis, mais là, franchement, comme un meilleur souvenir d'étudiant, l'exécution des peines, je ne sais pas. Non, j'ai pas eu ça, j'ai jamais eu ça. Non, j'ai pas vraiment de souvenir marquant, drôle, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, enfin, on rigolait bien, mais c'était pas, enfin, je veux dire, un en particulier. Si une fois, je sais que j'avais fait rire tout l'amphi parce que c'est moi qui avais eu la meilleure note en droit commercial. Ça avait fait rire tout l'amphi. J'étais major un jour.
C'est déjà bien. Un jour. Voilà, ça avait fait rire tout le monde. J'avais été revenue avec ma copie, le prof a dit c'est la meilleure note, Klein. Oh là, oh. Je pensais qu'il y avait une note Klein dans l'amphi, mais non, c'était moi. C'était bien. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie, enfin nous vous remercions beaucoup pour cette interview qui était très passionnante. Et pour vous qui nous regardez à la maison, n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux et à nous suivre pour nos prochaines vidéos. À bientôt!